Bonjour à toi. Avant de te laisser te faire chatouiller les oreilles avec mon invité, je voulais simplement te dire que la saison 3 de Meshahou se fera en 2 parties. L'année qui s'est écoulée a été très difficile pour moi, comme tout le monde. Et je ne te cacherai pas que j'ai même pensé, et d'ailleurs à plusieurs reprises, à arrêter le podcast. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu sais grâce à qui ? Grâce à toi. Toi qui m'encourages à chaque fois. Toi qui as compris l'importance de donner une parole émotionnelle aux personnes qui font et qui font de leur mieux malgré les difficultés. Et c'est pour cela que j'ai repris les enregistrements, mais à mon rythme, au rythme des émotions. Donc, comme je te le disais, la saison 3 existera bien, mais elle sera scindée en 2. Des Meshahou consécutives, une pause estivale et la seconde partie à la rentrée. Allez, je te laisse en compagnie de mon invité. Bonjour, Eslamenoun, marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou, Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Maya Wabadi, éditrice et fondatrice des éditions Motif. Avec Maya, nous avons parlé de littérature algérienne, de censure, de subversion et de la mer, mais pas que. Merci à toi, Maya, d'être venue nous raconter ta Meshahou, avec autant de sincérité, de questionnement et d'engagement. Meshahou, Meshahou. Bonjour Maya. Bonjour. Ça va ? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Ça fait, comme je te disais tout à l'heure, ça fait longtemps que j'avais pris contact avec toi. Et voilà, le jour J est arrivé. On l'a fait. C'est ça, on le fait, ouais. La première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Alors, je suis Maya Wabadi, j'ai 33 ans, je suis éditrice à Alger. J'ai travaillé longtemps chez un éditeur de littérature qui est Barzakh. Et depuis 2018, j'ai lancé ma maison d'édition qui s'appelle Motif et qui édite surtout des revues, mais pas que. Voilà. C'est quoi pas que ? Pas que, c'est aussi un livre d'artiste et un livre collectif, mais qui n'est pas une revue, qui s'appelle Taoula. Voilà. Et dans les projets futurs, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses que les 2 revues qui sont les principales publications que je fais. Donc t'es née à Alger ? Je suis née à Alger, j'ai toujours vécu à Alger. Ouais. Et t'as grandi dans quel quartier d'Alger ? Alors, j'ai grandi à Draria. Mm-hmm. J'ai toujours vécu à Draria. Mon grand-père est né à Draria. Ouais. C'est rare. Et voilà. Et j'ai toujours détesté Draria, mais pour 2 raisons opposées. Quand j'étais très jeune, quand j'étais petite, je n'aimais pas Draria parce qu'il se passait rien. C'était l'ennui, c'était vide.
Et puis Drarea a changé. J'ai 33 ans, du coup voilà. En 20 ans, ça a totalement changé. Et maintenant, je la supporte plus parce que c'est trop de monde. C'est plein de tout. Et voilà. Et du coup, j'ai vite fui Drarea pour aller vers le centre, évidemment. D'accord. Donc là, actuellement, tu habites dans le centre? J'habite, encore mieux, j'habite à Bollorène. D'accord. C'est le parfait compromis. Ouais. Donc, je suis pas non plus dans le brouhaha du centre, mais je suis pas loin, il y a la mer. Donc, ça y est, j'ai trouvé. Ouais. T'aimes bien la mer? Ah, mais c'est pour ça, je pense, Alger. C'est pour ça que j'ai jamais bougé d'Alger. C'est la mer. Moi, j'ai compris, il y a quelques années, que je pourrais jamais vivre dans une ville où il n'y a pas la mer. Vraiment. Ouais. Et encore plus ces dernières années parce que du coup je la vois tous les jours et c'est une chance et on a l'impression que c'est une condition de vie, ce qui est idiot dans un certain sens, mais bon. Mais du coup, ce qui est un peu dommage à Alger, c'est que c'est vrai qu'on voit la mer, mais qu'on ne peut pas y accéder. Ouais, mais difficilement. C'est vrai. Ouais. Et moi, par exemple, je me baigne pas dans la mer que je vois. Ouais. Je vais loin pour me baigner. Mais j'aime beaucoup nager, mais je sais pas, c'est un autre plaisir. La voir déjà, je crois que j'aime quand même encore plus, et c'est encore plus essentiel pour moi de la voir que de m'y baigner. Et tu l'aimes à tout temps? Ah oui, l'hiver c'est encore mieux. C'est effrayant, mais avec le vent, et c'est vraiment effrayant. On a tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et ça te permet encore plus que le temps, je veux dire le climat, de voir le passage des saisons. J'ai l'impression, la couleur, le fait que tu te dis, voilà, c'est tous les matins, mais en fait, ça change. C'est jamais la même couleur, c'est jamais la même couleur au même moment. C'est jamais aussi, voilà, c'est propre, puis c'est sale, puis il y a plein d'algues, puis il y a rien, puis il y a des gens. Ça bouge tout le temps, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Maya? Oui, j'ai 2 grandes sœurs et un petit frère. Donc vous êtes 4? Oui. Ouais. Vous vous entendez bien? Ouais, on s'entend super bien. Alors, mes 2 grandes sœurs sont assez proches dans l'âge. Et moi, je suis la 3e. Du coup, elles s'entendent super bien. En même temps, elles se chamaillaient parce que forcément. Et moi, j'étais la petite sœur qui était tout le temps là. Donc, quand très petite, il y avait le côté un peu... oui, toi, t'es la petite et tout, mais je m'incrustais. Et après, et maintenant qu'on est toutes adultes, et bien adultes, on s'entend super bien. Et en fait, la différence d'âge, elle est insignifiante maintenant. Ouais. On s'entend vraiment bien. Et mon petit frère, du coup, il connaît moins bien mes sœurs parce qu'il y a une grosse différence. Il y a une encore plus grosse différence entre mon petit frère et mes sœurs. Et l'aîné, c'est 16 ans quand même. Et entre lui et moi, quasiment 9 ans. Et du coup, je pense que voilà, on est beaucoup plus proches, mon frère et moi, que forcément, parce qu'il n'a pas pu connaître si bien mes sœurs, parce qu'elles sont parties en plus, toutes les 2. Et nous, on est restés avec les petits frères et moi. Donc ouais, on s'entend plutôt bien. Et comment on te parlait quand tu étais petite? Ça dépend qui. Dans la famille. Ouais, par exemple. Du coup, mes sœurs, comme une petite, mais j'ai grandi un peu... J'ai toujours été un peu en avance et en même temps décalée plus avec les enfants, parce que, par exemple, à la télé, qui était une grosse partie de nos vies. C'est ça, exactement. En fait, je suivais les programmes plutôt d'ados quand mes camarades et mes amis d'école, mes copains d'école et de quartier regardaient les dessins animés. Moi, jusqu'à présent, j'ai une culture dessin animé nulle. Ah, parce que j'ai loupé plein de choses. J'étais dans les séries. Mais par contre, t'as une culture de séries. Ah oui, les séries, ouais. Du coup, j'ai vu les séries idiotes, puis tout. Et jusqu'à présent, je suis tout ce qui est série. Mais du coup, voilà, j'avais peut-être, je sais pas, les enfants, j'avais du mal à parler à tout le monde en même temps. Et peut-être que les gens aussi avaient du mal à me parler. Parce que j'avais la naïveté de l'enfant,
en même temps, je voulais faire la grande. Et peut-être que j'ai eu accès, je sais pas, avec les séries à des choses qui étaient peut-être pas forcément de mon âge. Et du coup, je sais pas. Mes parents, je crois que on s'entend super bien, on s'est toujours bien entendu et tout, mais je crois que très jeune, on parlait un peu moins entre nous parce qu'il y avait, voilà, on avait plus de soucis du quotidien, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est tous un peu plus apaisés et tout, et donc on a de vraies conversations profondes et tout, mais jeune, peut-être qu'on on avait moins de conversations. Et puis, bon, mes parents sont géniaux on a vraiment eu une éducation très, très libre et et en même temps responsable. Je dis toujours, mon père, il avait un conseil, le seul, c'était débrouille-toi et assume. Tu fais vraiment ce que tu veux, mais tu assumes jusqu'au bout. Et ça, il nous l'a dit hyper jeune, vraiment. Et ça, en fait, c'est plus efficace, je trouve, que les interdictions, parce qu'on sait que, ben voilà, qu'on doit assumer, et que du coup, on n'a pas de filet, enfin, c'est même pas qu'on n'a pas de filet, parce que peut-être qu'au fond, on se disait, mais non, mais il va pas vraiment nous laisser nous débrouiller. Oui, il y avait le filet de sécurité de toute façon, mais voilà, mais il y avait quand même ce truc de, ah, mais on va le décevoir, mais c'est vrai, on devrait assumer, et puis on a une chance, il nous laisse faire ce qu'on veut, mes parents, comme je dis, et du coup, voilà, faut pas les décevoir, on va pas exagérer, on va vraiment faire, voilà. Quelle a été la dernière série ou quel a été le dernier film que tu as vu et qui t'a vraiment ému, qui t'a marqué? Alors, film, là, en ce moment, je suis à fond, mais c'est un film documentaire. Mais c'est le choc, je crois, de ma vie, peut-être. C'est un documentaire qui s'appelle Les Marins des Montagnes, de Karim Aynous. C'est un chef-d'œuvre. C'est un documentaire hyper personnel. Il a une histoire particulière, le réalisateur, donc Karim Aynous, qui a écrit ce... En fait, il a passé quelques jours en Algérie, en 2019, et il raconte un peu son histoire familiale. Il est de mère brésilienne et de père algérien. Mais il a très peu connu son père, et il a toujours vécu au Brésil. Et il fait ce voyage en Algérie, il en fait un film. Les images sont époustouflantes. Le récit, il lit en fait des lettres à sa mère en portugais, c'est super bien écrit. Il a vu et montré des choses incroyables, et pas du tout, c'était pas... Comme il a une recherche hyper personnelle, en fait, c'est pas, voilà, il va pas nous ouvrir les yeux sur l'état de l'Algérie, c'est pas du tout politique, mais c'est tellement émouvant, et j'ai compris des choses hyper profondes, c'est très difficile de parler de ce film, parce qu'il est de parler des choses qui sont vraiment réussies, parce que voilà, ça touche et ça bouleverse. Du coup, tu passes ton enfance, ton lycée donc à Draria, c'est ça? Tu as un bac? Oui. Et un après bac scientifique, bien sûr. Je suis littéraire. Maintenant que t'es littéraire, c'est pas paradoxal. C'est ça. Pas ici. Ça devrait l'être. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, pas en Algérie, c'est pas du tout paradoxal. Et du coup, comment tu décides d'aller vers des études littéraires? Alors, je pense que j'avais pensé aux études littéraires déjà au lycée, parce que j'ai commencé à lire assez tôt, et vers 14 ans, je lisais vraiment les romans d'adultes. Avant, je lisais je lisais de la BD, je lisais des choses un peu, même avant mes 14 ans, je lisais Agatha Christie et tout. Pardon, il y avait des livres chez tes parents? Alors, mes parents ont beaucoup lu dans leur jeunesse. Ils lisent beaucoup maintenant. Mais entre les deux, justement, pour les mêmes raisons, peut-être qu'on se parlait moins, c'est que, en fait, ils étaient tellement préoccupés par la vie. Ils avaient quand même 4 enfants, ils travaillaient tous les deux, que au moment où ils nous ont élevés, où on était jeunes, c'est un moment où ils lisaient pas.
Mais ils avaient gardé tous leurs livres. Oui, donc il y ça. avait une bibliothèque assez bien fournie, très éclectique du coup, parce que c'était un peu ce que lisait mon père, un peu ce que lisait ma mère, mes tantes. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de livres qui se sont retrouvés là. Et du coup voilà, il y avait les Agatha Christie, il y avait du classique français. Ils sont en francophone, mes parents sont francophones, donc il y avait surtout des livres en français. Et les premiers vrais romans comme ça un peu épais que j'ai lus, c'était John Grisham. C'est des livres de procès. Tout se passait au tribunal et tout. Un roman que j'ai lu, franchement, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Je me rappelle même plus de qui en est l'auteur. Ouais. C'était une femme, une autrice qui en était l'autrice. Et ça s'appelait Sujet libre. Et dedans, il y avait un personnage qui était lecteur pour une maison d'édition. Okay. Et donc, moi, je découvre, je me dis, mais franchement, il fait que ça. Lecteur, c'est son boulot. Genre, il peut juste lire des livres et faire des comptes rendus de lecture aux maisons d'édition. Donc, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Si c'est un métier, ben, moi, je vais faire ça. Je vais faire ça, ouais. Après, j'ai su que, en fait, que personne ne faisait que ça, qu'il n'y avait pas de lecteurs. En général, les lecteurs, en maison d'édition, c'est des gens qui sont profs, qui sont écrivains, ou journalistes, et donc qui ont un vrai métier. En tout cas, qui gagnent pas leur vie qu'en lisant et en faisant des comptes rendus, mais ils sont appelés parce qu'ils sont experts dans un sujet pour lire. Et donc, voilà, c'était une petite arnaque, mais ça m'a permis, je me disais, voilà, je vais faire ça. Et donc, c'était clairement, voilà, je savais que je voulais lire et que ça fasse partie un peu de mon métier, même si j'avais très peu d'espoir, ou en tout cas de perspective ici, je savais que ça allait être ça semblait un peu compliqué quoi de faire ce métier parce que j'en voyais pas. C'était un roman français, celui dont je viens de parler, et du coup voilà, je ne pensais pas que ça pouvait exister dans notre contexte. Donc j'ai décidé au lycée, mais comme j'étais très très bonne en maths, mais j'ai nulle en physique, genre j'ai refait mon bac d'ailleurs parce que j'ai eu 2 en physique et 16 en maths, mais ça marchait pas. Enfin bref. Et donc quand l'année où j'ai fini par avoir mon bac, pareil, super note en maths et tout, et on faisait les fiches de vœux. Oui. Donc, on devait mettre 10. Et donc, moi qui ai toujours voulu faire littérature, d'un coup, je me dis, ah, mais quand même, j'ai une bonne note en maths, je vais faire maths info. Et du coup, j'ai hésité, mais genre, ça m'a pris, 10 minutes comme ça. Je me suis dit, mais non, je vais pas gâcher, je suis forte et tout, je vais faire. Et je sais pas. Après, j'ai eu le déclic, je me suis dit, non, mais arrête tes bêtises, vas-y. Et donc, j'ai mis quand même français en premier choix. Littérature française et francophone. Et voilà, j'ai été prise. Et du coup, t'arrives à la fac avec, je pense, comme nous tous, quand on arrive à la fac, une idée préconçue de ce que c'est qu'une université pour faire de la littérature française. Ça a été une désillusion, un désenchantement. Ouais, J'utilise que des péjoratifs puisque je pense que la majorité qui ont fait littérature en Algérie ont été très déçus. Ouais, et moi je suis arrivée. C'est très étrange les moments où j'ai commencé les choses dans mon cursus, c'est toujours un moment un peu particulier. Moi j'arrive donc en 2007, c'était la première année où le système passe du classique au LMD. Ah oui. Et c'est plus à Bouzaléa, c'est à Beni Messous. Alors, comment dire? En plus moi j'ai fait le lycée à Mokrani. Okay. À Benakman, qui est un super lycée. Enfin, super, pas du tout. Enfin, mais dans l'architecture, D'accord, c'est un beau lycée. C'est un beau lycée. Et assez grand. C'est à Mokrani 1, Mokrani 2. D'accord. Du coup, t'as l'impression que ça fait un peu campus. Et puis, il y avait Amara juste à côté. Oui, donc ça fait... ça faisait un peu... voilà, il y avait beaucoup de monde. Et c'était beau et c'était plutôt agréable. Et j'arrive à Beni Messous, en fait, c'est un lycée, mais un lycée de Draria, pour le coup, le collège de Draria+. C'est tout petit, c'est des petites classes, et ça fait vraiment, t'as pas l'impression d'avoir évolué, parce que t'as l'impression que c'est pire que le lycée. Enfin, moi, j'ai eu cette impression, et tous ceux qui étaient là. Ouais. Et donc, il y avait de la science éco, en fait, toutes les premières années à LMD étaient là. Enfin, je pense sciences humaines, sciences éco, oui. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés dans un petit lycée, il faisait froid. Il y avait que l'hôpital à côté. Ouais. C'était vraiment un peu au milieu de nulle part. Et donc, désillusion déjà pour ça, parce que t'as l'impression que c'est encore plus... C'était des petits groupes et tout, donc tu imagines l'université comme grand campus. Alors que c'est tout le contraire, c'est tout petit, très peu de monde.
Les profs aussi, du coup, j'arrive à un moment où les grands profs de littérature, ben, ils sont restés à Bouzaléa dans le classique. Donc moi, j'ai des jeunes profs qui sont allés hyper vite, mais qui sont vraiment pas passionnés de littérature. Il y avait beaucoup de linguistique, ce que je n'aime pas particulièrement. Mais c'était vraiment de la linguistique. La linguistique, c'est passionnant quand c'est de la recherche et tout, mais c'était vraiment... Là, c'était de la phonétique, saussure à toutes les sauces et tout. C'était vraiment lourd. Et puis des profs pas super compétents. Ouais, c'est pas passionné. Alors que c'est de la littérature. Donc, c'était... Je crois que j'ai jamais aussi peu lu que durant ma licence de littérature. Vraiment. Parce que ça donnait pas envie... c'était... Enfin, j'ai eu des cours quand même. J'ai eu de super cours Alors, quelques cours de littérature pure, mais... Parce qu'il y a eu des livres comme ça où c'était intéressant. J'avais un prof spécialiste de Kateb Yassine, et donc on a fait ça toute l'année, donc ça m'a fait un peu... Enfin, voilà, c'était un peu fatigant, etc. Mais lui, au moins, il était passionné. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'était la licence. Et après, le master, c'était à Bouzaléa, quand même. Donc, t'as quand même t'as fini à Bouzaléa. Ouais. Mais c'était pas mieux, évidemment. Mais bon. Et du coup, t'as tes diplômes en poche. Ouais. Tu fais quoi après ? Alors, déjà, après ma licence, je fais édition. Donc, master très particulier, parce que ça n'existait pas. Pour ça, je te dis, à chaque fois, c'est la première année de quelque chose dans mon cursus. Donc, je finis licence. Je voulais être lectrice pour une maison d'édition. Et on me dit, ah ben tiens, il y a un master édition qui s'ouvre. Et on ouvre un master édition à Bouzaléa. Et donc, je suis super contente et tout, j'y vais. Je m'inscris. Et donc, bon, c'est pas top non plus. Parce que c'est pas... En fait, c'est pas des professionnels. Normalement, l'édition, c'est un master professionnel. Normalement, les profs, c'est des éditeurs. Et c'était pas vraiment le cas. Il y a eu des profs quand même intéressants qui venaient de... Parce que c'était un master ouvert aux littéraires, donc aux licences de langue, aux licenciés de langue, et aussi aux licenciés de bibliothéconomie. Ok. Et les profs, c'était moite-moite. Il y avait des profs qui venaient du département de français, oui, je pense que de français. Je suis pas sûre que ça soit ouvert à toutes les langues. De français ou d'arabe, et des profs de bibliothéconomie. Donc on a fait un peu histoire du livre, etc. Ce qui était assez intéressant. Mais voilà, mais tout le cursus, c'était beaucoup de théorie et des petits stages comme ça avec des intervenants qui venaient de l'étranger pour les choses pratiques. Mais là aussi, c'est un problème parce que c'est bien d'avoir l'expérience de professionnel, mais si c'est dans un autre contexte, c'est limité. Donc on nous parlait de métiers qui n'existaient pas, on suivait, et puis à un moment, oui, mais c'est quoi un diffuseur ? Mais nous, on n'a pas ça. Donc voilà, Et donc voilà, je fais le master en première année. Entre-temps, je découvre, je lis beaucoup de romans algériens et beaucoup de la nouvelle génération qui sont édités par Balzac. Donc je connaissais assez bien, en tant que lectrice, les éditions Balzac. Et donc en première année de master, j'envoie une candidature spontanée à Balzac. Et on me répond, c'était quoi la formule ? Nous gardons votre CV devant nous, un truc comme ça, de côté, mais voilà, mais on ne recrute pas pour l'instant. Bon, et donc voilà, après je fais ma vie. Je voulais surtout pas être prof, parce que quand on fait langue en général en Algérie, on te dit ah ben tu vas être prof, ok. Et du coup, je suis allée un peu regarder du côté du journalisme. Et j'ai fait un stage à Al Watan Weekend. Bon, j'ai détesté la presse parce que ça allait trop vite pour moi. Et à la fin de ce stage de 3 mois, j'ai reçu un mail des éditions Balzac qui me disait vous avez postulé il y a quelques mois, notre assistante sort en congé maternité, est-ce que ça vous intéresserait de faire un stage? Et donc j'étais super contente. Donc c'est le but ultime, c'était ça, c'était Balzac. Et là je fais mon stage. En plus le master nous demandait un stage en édition.
en maison d'édition, donc ça tombait super bien. Mhm. Balzac, c'était une maison d'édition qui a commencé en étant vraiment spécialisée en littérature, en roman, en fiction. Et voilà, donc j'ai commencé un stage alors que je terminais mon master, deuxième année de master, et puis j'y suis restée des années. C'est là où j'ai tout appris en fait, vraiment. Si tu devais expliquer ton métier à des enfants, tu l'expliquerais comment? Justement, l'édition, c'est lire des livres avant leur forme définitive. Et du coup, c'est perfectionner un texte. C'est d'abord évaluer un texte pour dire est-ce que c'est un texte qui mérite selon nous, vraiment selon nous, d'être édité, d'être lu, d'être partagé, etc. On va travailler à le rendre encore meilleur. Et donc, en moyenne, ça prend combien de temps entre le moment où, maintenant je te dis toi puisque tu es éditrice, le moment où tu dis oui au projet et la version finale, ou le jour où je vais aller l'acheter? En moyenne, c'est par quoi? année et plutôt 2 ans, mais ça dépend vraiment de. Enfin voilà, ça peut être c'est une vraie moyenne. Ouais. Ça peut être moins, ça peut être en 1 an, ça peut être beaucoup plus. Mais je veux dire, on n'est pas seul, on est souvent 2 à travailler sur un texte, 2 éditeurs. Et ça dépend aussi, je pense, de quand l'écrivain nous envoie le texte. En fait, ils sont pas tous au même point, même par rapport à leur texte. Certains envoient en disant voilà, j'en ai fini avec cette histoire, c'est ça y est. Et puis d'autres, ils envoient en sachant que il va y avoir, ils vont y revenir. Ouais. Voilà. Donc ça dépend aussi, et c'est ça qu'on doit aussi un peu essayer d'identifier quand on est éditeur. C'est de savoir à quel point on peut travailler sur un texte, à quel point l'auteur a l'énergie, l'envie, de le retravailler. C'est quoi un bon projet littéraire pour toi? Tu te bases sur quoi pour dire ouais, ça il faut qu'on le lise, que les autres le lisent? Ça c'est intéressant. Normalement j'ai une réponse pour ça. Pourquoi? Parce que c'est mon boulot et que j'ai tellement. Mais ça peut être instinctif et on le sait mais on sait pas l'expliquer. C'est ça. C'est peut-être ça. Non mais je sais ce que j'aime. Il y a quand même des critères. Et du coup, pour moi, un bon roman, c'est un roman qui rend compte de la complexité des êtres et de la vie. Et du coup, c'est un roman plutôt subtil, qui est dans la subtilité, qui est sur l'individu aussi. Je suis pas vraiment... voilà, les romans engagés, engagés, on met beaucoup de choses derrière ce mot, mais c'est pas engagé, mais même quand on veut rendre compte de quelque chose... d'un peu plus comment dire, sociétal ou politique, etc. C'est une littérature qui me parle un peu moins. Et du coup, voilà, moi, c'est des histoires. Et je peux comprendre beaucoup de choses sur la société et sur la politique par des personnages, par des individus, et par une littérature qui me raconte une histoire. Ouais. Et qui va au fond aussi des choses. Je pense reconnaître... c'est étrange alors que c'est des fictions, donc c'est inventé, mais je pense reconnaître les auteurs sincères ou pas, qui sont allés au fond d'eux-mêmes ou de leur expérience avec les gens qui sont les plus grands écrivains et écrivaines que j'ai lus. Je pense qu'ils ont une expérience de vie énorme et qu'ils ont pu écouter et voir des choses en eux et auprès des gens qu'ils ont connus et fréquentés, qui sont durs des fois, mais du coup de pouvoir l'écrire et de pouvoir rendre compte de certaines expériences aussi pas classe quoi, et pas super comment dire, positives et tout, c'est qu'ils ont du culot et qu'ils sont hyper sincères et qu'ils ont un peu, moi j'ai l'impression de reconnaître comme ça une quête. C'est comme au cinéma, et j'ai l'impression que moi j'ai une quête dans ma vie et que les écrivains et les réalisateurs et les scénaristes qui ont la même quête que moi, je les reconnais. C'est qu'ils veulent comprendre comment on fonctionne en fait, entre nous et nous-mêmes. Avec toute la complexité de la vie et la complexité humaine. Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de littérature algérienne? Oui, je pense, oui, évidemment. Et on peut... Alors, au cinéma, on dit ici, la formule, c'est on dit, il n'y a pas de cinéma algérien, mais il y a des films algériens. En littérature, je pense que c'est un peu différent. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus compact. Il y a eu quand même des... il y a des groupes, il y a des... Pas groupes dans le sens, on se connaît, mais des écrivains qui sont dans le même style, ou qui ont juste percé au même moment, et donc c'était significatif de ce qui se passait. Donc il y a eu la littérature d'urgence après les années 90, il y a eu justement avec Balzac dans les années 2000, il y a eu beaucoup de journalistes, écrivains en français et en arabe. Et donc c'est encore un autre une autre littérature, et qui est très c'est peut-être qu'on ne publie pas autant qu'ailleurs en nombre, mais c'est significatif. Les gens continuent à écrire, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui écrivent de la fiction en Algérie. Il y a des lecteurs. Le SILA, le salon du livre, ça existe, et c'est un truc c'est fou le monde qu'il y a. À partir de là, on peut plus dire qu'il n'y a pas de littérature ou qu'il n'y a pas de lecteurs, parce que même si les librairies sont vides, le reste de l'année, au SILA, les gens viennent acheter des valises et des valises de livres. Donc il y a une littérature, il y a des écrivains et des écrivaines. Il y a un petit... il y a un tout petit champ littéraire, mais c'est un champ. Voilà. Mais est-ce que nous, Algériens, est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on peut dire que... Au salon du livre, on a l'impression que oui. Un mois par an, 10 jours par an, moi j'ai tout le temps, chaque SILA, j'ai l'impression qu'on est de super grands lecteurs. Le reste de l'année, non, je sais pas. Ouais. Donc, mais en même temps, à l'université quand même, il y avait les étudiants lisaient il y avait autant de gens qui lisaient en arabe qu'en français. Moi, je pense que maintenant la littérature, c'est pour ça que dans la revue que j'ai créée, ça pouvait pas être qu'en français, ça pouvait pas être qu'en arabe. Parce que si on veut comprendre la littérature algérienne, et un peu, c'est vraiment les deux langues qu'il faut étudier. Et les chocs littéraires, ces dernières années, on pouvait les avoir en français ou en arabe. Il y a du neuf, et il y a la recherche. En arabe classique, oui. Parce que la Dalja, il y a eu un roman pour l'instant en Algérie, en Dalja, je pense. Mais c'est de l'Algérie, mais c'est pas de la Dalja, mais c'est un arabe classique. Accessible. Ou en tout cas, comme on parle nous, c'est-à-dire, comme on a appris à l'école, qui est encore un arabe différent de l'arabe égyptien ou marocain, mais même dans les parties classiques du texte. Et pas que dans la Dalja. Oui, donc c'est un arabe accessible à l'Algérien qui a fait ses études en Algérie. C'est ça. Donc oui, c'est très difficile de répondre à cette question, mais moi, de ce que je sens, je vois, ce que je lis, même en étant plutôt francophone, mais en lisant l'arabe et en m'intéressant, c'est aussi intéressant, et il y en a autant, en nombre, plus ou moins. En tout cas, ce qui m'arrive à moi. Et l'anglais dans tout ça? Parce que là, la nouvelle génération, elle est vachement anglophone. Moi, là, j'étais à Bedna récemment, en librairie, justement, et on me disait sorry. Des jeunes. Donc, mais il n'y a pas encore il y a des livres en anglais qui se vendent, mais plutôt des classiques, de la littérature internationale. Traduits en anglais. Ou en anglais. Ou des auteurs anglais. Ou même, peut-être, je me demande s'il n'y a pas des... Je suis en train de... Je sais plus. Mais c'est vrai que dans cette librairie, il y avait beaucoup d'anglais. Et du coup, oui, ça, je sais pas. Mais après, je crois pas qu'il y ait des éditeurs algériens qui éditent encore déjà de l'anglais. Ouais. Peut-être que ça va venir, sans doute. Ouais. Parce que c'est clair que ça va... Mais justement, c'est peut-être aussi... C'est beaucoup les séries, tout ça, c'est déjà en anglais. Donc la littérature, elle va suivre, je pense. Est-ce que tu as un livre de chevet? J'ai des livres que je relis. Beaucoup. Alors moi j'ai fait ma licence, mon projet de licence c'était sur Boris Vian. C'était sur l'important et le dérisoire chez Boris Vian. Et donc oui, je relis L'écume des jours. Je relis ses poèmes aussi, beaucoup.
j'aime beaucoup Jack London. Martin Eden, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué. J'ai tout lu d'Annie Ernaux, et La femme gelée, pour moi, c'est le roman qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et voilà, je trouve son écriture incroyable. La brésilienne, Clarice Lispector, qui a écrit... il y a Près du cœur sauvage et La passion selon G.H. C'est ces deux romans que j'ai... Et là, en ce moment, je suis en train de lire ces nouvelles. C'est toutes ces nouvelles. Ils ont sorti un recueil de toutes ces nouvelles. C'est immense. Et ça, c'est un vrai livre de chevet que je suis en train de lire. Mais c'est vraiment, je picore à chaque fois une nouvelle. Ouais. Et j'aime bien l'idée de ne jamais en finir, mais de l'avoir à côté. Et Assiette de Bâle, bien sûr. Ouais. Et Les enfants du Nouveau Monde, particulièrement. Tu fais partie de la team écriture inclusive ou pas? Alors, écriture inclusive, pas du tout. Mais féminisation des mots, des métiers, et des mots à fond. Ouais. Mais alors, inclusive, pourquoi pas du tout? C'est parce que l'inclusive, ça marche je pense, dans un contexte où le français ou l'arabe, parce que ça existe aussi l'inclusive en arabe, où c'est vraiment la langue maternelle, où on fait utiliser tout le temps, etc. Ça peut marcher. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est déjà compliqué de comprendre. Enfin, voilà, tout le monde n'est pas assez à l'aise. Et je trouve que c'est assez... Pas capitaliste, j'exagère, mais genre, en fait, on veut gagner du temps. Moi, je suis pour, par exemple, au lieu de mettre chercheuses, de mettre les chercheuses et les chercheurs. Ça prend plus de temps, plus d'espace, plus d'argent. Mais tout le monde comprend. Et puis, on dit quand même que les deux existent. C'est justement un exemple que j'ai connu par Lorraine Bastide pour les écrivaines. Elle disait, si tu demandes, je vais contextualiser, si tu demandes à quelqu'un de me citer 5 écrivains algériens, il peut ne pas mettre de femmes. Mais si tu lui demandes, cite-moi 5 écrivaines ou écrivains algériens, là il va se dire oui, mais en fait il faudrait écrire les deux. Et rien que pour ça, voilà. Je pense c'est pour ça que je suis vraiment à fond pour la féminisation et je trouve pas ça plus moche, en fait. De dire écrivaine ou autrice. Franchement, même esthétiquement, c'est une question d'habitude. C'est juste qu'on a été habitué il y a plein de mots qui sont très moches, mais qu'on utilise... Quand même, exactement. On n'a pas... Donc, je comprends pas pourquoi là, c'est la limite. C'est la femme et que c'est des chieuses et que... C'est ça. Ouais. Donc en 2018, tu décides de prendre ton envol et de devenir chef d'entreprise dans le monde capitaliste de l'édition. Et justement, ça c'est lié au contexte algérien. Parce qu'avant de vouloir faire l'entreprise, je faisais partie d'une association et on voulait recréer l'association parce qu'il y a eu un changement de loi des associations et donc on voulait recréer des associations et une association, et c'était un parcours du combattant. J'y ai passé, justement quand j'avais arrêté à Balzar, j'ai passé des mois à faire que ça, à faire un projet donc on a fait la réunion, le dossier, le notaire, la wilaya. Je passais ma journée à la wilaya et aux mairies à faire des choses comme ça. Bon, c'était pas possible. Et j'avais des projets d'édition, c'était une association culturelle, et du coup il y avait un projet, je voulais faire en fait ce que j'ai fait plus tard, mais je voulais le faire avec l'association. Mais c'était plus simple d'ouvrir une entreprise que de faire une association. Et donc c'est le projet c'était quoi? J'ai fait la maison d'édition, pas pour faire une maison d'édition, mais pour faire un projet éditorial. Et donc je me suis dit, il faut une maison pour que ça ait une existence légale. Et le projet, c'était la revue de critique littéraire Fasr. Alors, ce projet, c'est... Donc, une fois que j'arrête Balzar, déjà, j'arrête, mais j'arrête parce que je voulais plus aller au bureau tous les jours et que j'avais ce rythme et m'avait épuisée. Et puis, c'est un métier où je pense
on s'arrête pas vraiment en fait de le faire. C'est pas parce qu'on rentre qu'on va s'arrêter de le faire, et du coup je comprenais pas trop voilà, pourquoi avoir ce rythme. Mais je continuais à relire des romans pour Balzac et pour d'autres éditeurs, pour Shihab, voilà. Donc durant ces quelques mois, je me disais, bon, j'ai travaillé avec un éditeur que je considère être le meilleur en fiction, en littérature. J'aurais pu continuer. C'est mes amis. J'estime, j'ai été dans l'équipe qui lisait les manuscrits, donc avec eux, avec les directeurs et tout. Donc je sais que s'il y a un super manuscrit de roman, ils vont pas le rater, ni eux ni les autres maisons d'édition, parce qu'il y en a assez, ils sont assez nombreux à recevoir des manuscrits, et voilà, je pense pas que le chef-d'œuvre du siècle, les autres vont le rater et moi je vais le trouver. Et du coup, j'avais envie de couvrir un autre champ, c'est-à-dire de continuer dans la littérature, de faire quelque chose pour la littérature, mais de ne pas être une autre maison d'édition qui fait de la fiction, en gros. C'est énorme comme travail, l'édition, vraiment. Et d'écrire, déjà, c'est énorme en tant qu'écrivain, mais aussi éditer, les graphistes qu'il y a autour, les imprimeurs, enfin, c'est tout un truc, toute une machine. Et puis à la fin, on n'en parle pas tant que ça, les livres. Et donc, peut-être qu'on les lit, sans doute qu'on les lit, parce que ça se vend. C'est des tirages, voilà, il y a des tirages de milliers, de 1000 ou 2000 exemplaires. Les éditeurs finissent par les vendre. Donc, ça finit par être lu, mais les auteurs, en fait, ont très peu de retours sur ce qu'ils écrivent. Parce que il n'y a pas de critique, il n'y avait pas de critique, et il y a bien sûr la presse, il y a des journalistes culturels, mais du coup c'est des journalistes culturels qui n'écrivent pas que sur la littérature, mais sur la musique, le théâtre et tout. Mais la presse ne donne pas beaucoup d'espace. C'est-à-dire il y a une page culture justement, et pour musique, théâtre et littérature. Donc il y avait la frustration des journalistes, il y avait ma frustration par rapport aux auteurs, il y avait les frustrations de l'auteur qui n'avait pas. Et donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, une revue de critique littéraire. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans les revues de critique littéraire, c'est les entretiens avec les écrivains. Et donc on fait beaucoup ça, beaucoup d'entretiens, et dans la revue, il y a 3 entretiens par numéro, de longs entretiens, parce que c'est ça le but, c'est de donner un espace. Les revues, c'est... En tout cas, les revues en général, il y a beaucoup plus d'espace, et par exemple pour Face, il n'y a aucune limite de signes. Les entretiens peuvent faire 20 pages, 30 pages. Et du coup, maintenant que tu as goûté depuis 2018 à cette autonomie, entre guillemets, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Du courage, parce que c'était... Face la revue, c'est le premier projet que j'ai vraiment assumé. C'est un projet que j'ai pensé. J'ai décidé de prendre ces contributeurs, justement. J'ai choisi ces contributeurs, j'ai choisi de le faire en arabe, en français, j'ai choisi tel graphiste pour le faire, j'ai choisi tel titre, j'écris des éditos, etc. Donc voilà, j'ai eu le courage de faire ça, que j'avais pas du tout. Après avoir travaillé 7 ans, c'est bien, en représentant quand même, je représentais Balzac. C'était pas mes choix. Je travaillais, mais la responsabilité, c'était pas moi. Donc j'ai appris ça. J'ai appris à prendre plus de décisions aussi. C'est difficile de prendre des décisions quelquefois. Ouais, mais bien sûr. C'est surtout quand on est comme moi, qu'on a peur du conflit, que c'est très difficile de dire non ou oui. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Enfin, je suis pas sûre que les gens puissent le faire de manière comme ça, évidente et nonchalante, et genre, c'est rien. Mais moi, peut-être encore moins que les autres. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup de mal à me dire... je pense beaucoup à l'impact quand tes gestes, tes actes en général. Mais voilà. Ça vient de... Est-ce que tu penses que ça vient de la phrase de ton père ? Il faut assumer. Peut-être. Quoi que l'on fasse, de toute manière, il y a des conséquences et il faudra les assumer. C'est ça. Bah, peut-être. Ouais. Ah, il m'a bien déglingué. Ok, c'est ça. Ça vient peut-être de là. Est-ce qu'il y a des fois où tu étais dans des situations d'autocensure ?
Ben, peut-être que quand on est quand on recherche juste ce que je disais tout à l'heure, la subtilité, etc., c'est moins risqué en fait, pour moi. Il y a moins de... Comme les choses ne sont pas directes, pas de... Même politiquement, en fait, c'est dit. Du coup, t'as la satisfaction de dire les choses. Mais comme c'est pas... Comme ça reste de la littérature, ça reste... Donc t'es obligé de bien le dire. Et de ne pas le dire directement, parce que sinon ça ferait de la mauvaise littérature. Voilà, la littérature, c'est quand même un espace où il y a comme une... comment dire? C'est pas des codes, mais il y a un langage comme ça particulier que les lecteurs et les écrivains partagent. Et du coup, les lecteurs comprennent, l'écrivain sait ce qu'il voulait dire, et donc je ne considère pas que je me suis censurée parce que je dis exactement ce que j'ai envie de le dire, mais je cherche surtout comment bien le dire et comment le dire de manière un peu indirecte, un peu subtile, et donc c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de... Et c'est beaucoup personnel, je dis jamais les Algériens ou les écrivains algériens sont tous des idiots, pour moi ça veut rien dire ces phrases-là, et c'est peut-être ça où en fait si on dit des choses comme ça, forcément au bout d'un moment on se dit ah ben oui, peut-être que j'aurais pas dû, et peut-être c'était pas le moment, et puis peut-être pas là. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'empêche de m'auto-censurer, parce qu'il n'y a pas de risque si tu parles politiquement. Après, comme j'ai des parents plutôt ouverts, la censure, société et tout, pareil, j'ai pas trop à me censurer. Je pense que j'ai la chance de ne pas cacher trop de choses de ma vie privée à mon entourage, ce qui est beaucoup le cas en Algérie. Je peux faire plein de choses sans avoir à changer de personnalité selon si je suis avec mes parents, avec mes amis ou mes collègues. C'est ça. Mais sans doute que je le fais pour par exemple, moi je suis avec ma grand-mère, je suis assez proche de ma grand-mère puisque c'est ma voisine, donc et je veux pas... C'est pas que je me censure, mais je vais pas lui expliquer non mais c'est plus comme ça qu'on fait et puis voilà, pour moi ça y est, elle va pas c'est pas à son âge à 87 ans que je vais lui parler je sais pas d'écriture inclusive ou voilà, je vais pas non plus lui dire que je vis je sais pas, pour moi voilà, c'est ma limite, voilà, c'est personnel, c'est de l'autocensure, oui, parce qu'elle sait pas tout de ma vie et que voilà, elle en est encore à trouver ça bizarre que les femmes travaillent des fois, donc donc voilà, je vais pas lui dire oui, j'ai une entreprise, une revue féministe, mais plus pour pas l'embêter que parce que je me censure. Je vais pas lui mentir en même temps. Voilà, elle sait que je fais des livres, que je travaille beaucoup trop pour elle, et voilà. Mais c'est ça, je suis pas non plus pour la subversion comme une fin en soi. Je suis pour, tant qu'on est à l'aise, pas cacher. En fait, voilà, moi c'est ça ma limite. Je veux pas cacher qui je suis, ce que je fais, mais je veux pas non plus l'imposer aux autres, parce que comme j'aime pas qu'on m'impose certaines choses, et je veux pas non plus en faire des tonnes, et voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment, Maya? Non. Est-ce que tu as envie d'être amoureuse? Ah, tout le temps. J'aime cet état d'esprit comme ça en fond. J'aime, voilà, même l'oublier, tu vois. Même oublier que quand on est amoureux, des fois on oublie. Au début, c'est bien là, et c'est tout le temps et tout. Après, au bout d'un moment, on oublie. Mais oui, c'est toujours bien. Je me dis, ouais, c'est quand même... Et ça t'apporte quoi quand tu es amoureuse? C'est lié aussi un peu à la littérature. C'est-à-dire que le but, c'est de bien connaître comment on fonctionne, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, ça, on peut bien connaître les personnes dont on est amoureuse et les amis très proches. Et dans toutes mes relations, voilà, ce que je cherche, c'est ça. C'est vraiment
arriver à toucher comme ça le fond de l'âme humaine, si on veut utiliser de grands mots, mais c'est un peu ça. Et donc c'est que les relations personnelles qui permettent ça. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas de, je n'ai que des relations hyper fortes. J'ai très peu de, tu vois, j'ai pas, j'ai ou des amis, mais genre hyper proches. De la mort qui tue. Voilà. Ouais. Ou des gens, ou des connaissances. Ou des connaissances, oui. Mais j'ai pas, je ne... T'as pas le tiède. Non. Et du coup, avec ces amis-là, qu'est-ce que ces relations extra-professionnelles t'apportent dans ta vision de ton métier, si elles t'apportent quelque chose? Ah, mais tout, je pense. Tout parce que mon métier, c'est un peu réfléchir à c'est beaucoup réfléchir. Réfléchir, c'est énorme. Mais voilà, mais c'est réfléchir au monde. Enfin, c'est très large en fait, mais c'est aussi que non, c'est pas réfléchir. Réfléchir, t'as raison, c'est beaucoup et c'est un peu le but de tout le monde, mais et de tous les métiers, mais c'est participer à construire une réflexion, mais aussi une écriture, surtout avec les écrivains. C'est pas moi qui le fais, mais en leur donnant la parole. C'est comme les écrivains, les chercheuses, les chercheurs dans la revue féministe. Et dans Fasl, et les artistes, c'est d'écrire un peu l'histoire du contemporaine, voilà. Et donc, de les éditer, d'essayer de trouver, d'aller chercher leurs propos, de leur donner de l'espace, de les diffuser, c'est mon métier. Et donc, j'interroge quand je fais un entretien ou quand j'édite un entretien fait par quelqu'un d'autre. Je suis exactement dans la même situation que quand je passe une nuit blanche à discuter avec des amis. C'est le même, je cherche la même chose, ça m'intéresse autant et j'ai l'impression de progresser autant. Donc tout est lié. Si tu étais une émotion, tu serais laquelle? Peut-être l'angoisse. Mais pour tout, je suis très, très inquiète, très angoissée. J'ai tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Surtout pour les autres. Je supporte pas de voir des gens... J'ai un peu le vertige, mais je gère. Moi, j'ai pas l'impression que je vais tomber, par exemple, si je suis en haut d'une montagne, d'une colline. Mais j'ai très peur de voir un enfant ou un ami. J'ai l'impression que vont tomber. C'est très bizarre. Donc voilà, c'est une angoisse, je pense, c'est un peu maladif. Mais... Ouais. Tu dors bien? J'ai des phases insomniaques et des phases où ça va, enfin, un peu plus de phases insomniaques quand même. Je dors, je me réveille. Je dors, puis je me réveille au milieu de la nuit. Et du coup, t'es plus nocturne ou diurne? Ou les deux? Ouais, peut-être les deux. Je pense que je travaille la journée et je discute le soir. Quelle a été ta plus grande peine jusqu'à présent? Il y a eu des ruptures amoureuses et il y a eu des disputes aussi très récentes avec des amis. Et il y a eu une expérience professionnelle, une rupture professionnelle que j'ai très mal vécue aussi. Et ta plus grande réussite jusqu'à présent? Ou ta plus grande fierté? Finalement, c'est ça la question la plus compliquée. Oui. Oh, mais voilà, faire ses projets, les assumer, voilà, j'en suis quand même fière. Ouais. En ce moment, je suis très... C'est la première fois que j'ai vu ça dans mon métier. C'est que donc la revue féministe vient de sortir et... La place. Et en même temps, je prépare le prochain numéro de Fasl. La thématique, c'est journalisme et littérature. Et donc, il y a des entretiens dans les deux revues. Et donc, je travaillais en même temps sur les deux. Et je trouvais qu'il y avait des entretiens et des choses qui se faisaient écho entre les deux projets. Et avec des gens qui disaient le contraire, les uns des autres. Mais en même temps, qui se réunissaient, qui se rencontraient sur certains points. Et donc, tout ça, c'était fait vraiment de manière par différentes personnes. Les entretiens étaient menés par différentes personnes. Les profils, ça n'a rien à voir. Et j'avais vraiment l'impression que ça avait du sens de donner de l'espace
dans une revue et dans l'autre, à ces gens-là, à ces pensées-là. Et c'est la première fois que j'ai senti que vraiment je créais des espaces qui... Bien sûr que ça faisait sens avant, mais c'est la première fois que je vois autant l'intérêt de ce que de ces espaces. L'urgence même. L'urgence et... ou au contraire que ce soit le bon moment. Enfin voilà, c'est ça. C'est que c'est... Et je suis très contente de ces deux... de ça, que ça se passe. Généralement, c'est les projets qui viennent à toi, ou ET, c'est toi qui engrange un nouveau projet. Ouais. Jusqu'à présent, ça dépend. Bon, il y a donc le livre d'artiste, c'est un livre de Sofiane Zougar qui s'appelle Caravansalage, ça sort bientôt, et j'avais fait un numéro de face spécial sur Mohamed Dib. Et dans ce numéro, il y avait un entretien avec Sofiane Zougar, parce qu'il a travaillé, il a fait en fait toute une installation des peintures, des dessins, pardon, pas des peintures, mais inspiré de son travail de recherche sur un des personnages de Mohamed Dib, Hamid Sarraj, dans La Grande Maison. Et donc il avait fait tout un travail de recherche et de production artistique à partir de ce livre. On a fait cet entretien, on l'a publié, il y avait les dessins dans la revue Face. Et puis après, je me suis dit, il y avait toute une partie de sa recherche qui était passionnante, mais qu'on pouvait pas mettre en face parce que c'était pas le propos, etc. Et donc, on va faire ce livre. Et le reste, je pense que à l'avenir, je vais quand même me concentrer beaucoup plus sur les projets collectifs, d'où les revues. Oui. Parce que, justement, en étant seule et tout, je trouve que c'est quand même, et en étant moi, c'est difficile de faire avec l'ego d'une personne. Donc le collectif, ça permet un peu de rééquilibrer les égos. Je trouve que c'est plus bizarrement, alors qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de délais à faire respecter et tout. Mais humainement, c'est plus simple, et puis c'est plus, voilà, on est vraiment content. Là, la place, c'était la sortie. Je l'ai fait donc avec Sadia Gassem, qui est une amie et avec qui on a vraiment fait toute la rédaction en chef de la revue. On a choisi les rubriques, les contributrices et tout. Et Louise Dib a fait la maquette. Je sais pas, il y a 12 contributrices ou un truc comme ça, donc une grosse équipe, plus les correctrices, les traductrices et tout. Et la sortie, ça a été un vrai moment de joie, parce qu'il y avait tout ce truc en fait, tout ce on a toutes fait, voilà, des petites choses, et puis on est aussi contentes, toutes. Et voilà, donc c'est vraiment une joie qui est particulière, je pense, la joie collective du projet, genre on y est arrivé. Ouais. Et puis c'est partagé, donc c'est toujours, c'est super. Lorsque tu décides ou tu choisis de travailler sur un projet, tu choisirais le projet ou la personne qui l'a initié? Est-ce que tu regardes en premier, tu vois? Je regarde le projet, mais si la personne ça passe pas, je renonce, même si le projet est très bon. Mais je pense que parce que je sais que ça existe des gens qui ont les deux. Parce que c'était pas c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas manichéen, c'est pas l'un ou l'autre, et des fois on nous fait croire que les grands génies peuvent être que des salopards, qui sont peut-être, c'est vrai, pas si nombreux que ça, mais c'est pas, voilà, c'est possible. Et donc je cherche plus longtemps et je lis, voilà, je lis des... Ça m'empêche pas de lire ou de voir un film si c'est en gros une personne pas très aimable qui l'a écrit. Mais travailler, c'est autre chose. Mais je ne travaillerai pas avec un je sais pas, un Bukowski, même si voilà, c'est non. Mais voilà, je peux lire. Mais tu ne travaillerais pas avec lui. Quelle est selon toi la place que devrait avoir l'édition dans une société? Je vais pas dire pourquoi je fais ce boulot, mais pourquoi je lis déjà, et je continue de lire, c'est parce que vraiment il y a des livres qui ont influé sur ma vie et qui m'ont aidé à vivre, en gros, ou à comprendre comment je vivais, et à un peu mieux comprendre pourquoi c'était si compliqué, et à me dire mais en fait c'est compliqué pour tout le monde, et il n'y a pas que moi, c'est compliqué même pour une Russe au
XIXe siècle, autant que pour moi, Adraria en 2007. Donc, voilà, je pense que c'est ça le rôle de la littérature, c'est de nous ouvrir, surtout dans un pays où c'est compliqué de voyager. Et du coup, voilà, ça nous permet de savoir un peu. C'est difficile de voyager. Pour certains, c'est même difficile de sortir dans sa ville. Donc, voilà, c'est une ouverture et potentiellement un déclencheur de je sais pas, de rêve. Tu vois, moi, un métier, j'ai découvert l'existence d'un métier dans un livre. Tu vois, moi, régulièrement, je me dis, mais c'est quoi ce métier? Je serais plus utile si j'allais servir la soupe. Mais ça dure pas si longtemps parce que je sais que moi, voilà, ça a changé ma vie et ça m'a vraiment aidée à te construire. Voilà. Et donc, et c'est intervenir à effectivement, si on n'a pas à manger, on peut pas arriver à se préoccuper de l'altérité, de nos rapports. Mais c'est aussi, pour beaucoup, une vraie question de bien-être, et de comment dire, de bien-être, mais pas genre bien-être, c'est pas développement personnel. Mais juste de ne pas vouloir, voilà, et puis même de ne pas vouloir arrêter, quoi, de trucs, de continuer à avancer. Même si c'est à reculons, on avance toujours ou pas? Non, il y a des moments où on n'avance vraiment pas. Franchement, ni à reculons, c'est pour ça le développement personnel, j'ai du mal parce que, voilà, il y a des moments où on n'a pas envie de se lever le matin et où on n'avance pas du tout. Il faut les accepter, il y a des moments où on peut pas lire, il y a des moments où on peut pas discuter, il y a des moments où on n'a pas envie de voir les gens, il y a des moments où on n'y arrive pas, en fait. C'est trop dur. Il faut rien du tout déjà, j'aime pas dire il faut, mais oui, il reste qu'à espérer que ça dure pas trop longtemps, qu'il y ait quelque chose qui nous donne envie de se lever quand même. Il faut quand même essayer d'aller, je pense, vers les gens, quoi. Mais oui, mais je pense pas qu'on avance tout le temps, non. Non. Peut-être qu'il faut des pauses aussi pour tout. Et donc voilà, c'est peut-être une façon, voilà, peut-être qu'on avance mieux si on s'arrête un moment. Voilà. Partir de l'Algérie, rester en Algérie, partir pour mieux revenir. T'en es où dans toutes ces questions que tous les Algériens se posent? Je suis... De quelle équipe? Il y en a 3. Oui, alors, j'ai jamais pensé vraiment, vraiment partir. Juste avant le confinement, je me disais que... Parce que j'ai la chance d'avoir des visas assez facilement. Pas lent, mais il faut que je refasse... Mais j'ai des visas, donc... Je me disais, tiens, en fait, mais en même temps, j'en profitais pas. Je faisais très peu de séjours à l'étranger. Enfin, j'en profitais pas trop. Et après, je me suis dit, tiens, mais puisque je peux passer quand même un peu plus de temps, que j'ai cette chance, pourquoi ne pas répartir un peu plus mon temps, d'être un peu... voilà. Puis il y a eu confinement, et comme j'ai mes 2 sœurs qui sont pas en Algérie, en fait, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à vivre pendant le confinement. C'est pas le début, c'est la fin quand les voyages étaient encore interdits. Donc ça allait niveau Covid et tout allait bien, mais les voyages... Et donc là, je me suis dit quand même d'être aussi loin de mes sœurs, tous mes neveux et nièces sont là-bas. Mais je me disais, je sais que j'aurais beaucoup plus de mal, même si je trouve la vie ici très compliquée, de manière pratique et tout. Il y a des jours où je me dis, c'est pas possible, ils veulent vraiment que je me barre. C'est une épreuve, je vais pas y arriver aujourd'hui. Mais je pense que j'aurais plus de problèmes encore à supporter des politiques étrangères, le fait de ne pas pouvoir... Ici au moins, je peux... T'es chez toi. Je suis chez moi, et puis s'il y a le hirak, je suis dedans, et ailleurs j'aurais du mal à m'engager politiquement, mais tout m'énerve politiquement aussi ailleurs. Encore plus vis-à-vis des étrangers, et
Et du coup, je pense que je vais passer ma vie à m'énerver, à me disputer avec tout des le temps gens. en colère. C'est ça, je pense. Et récemment, j'étais à Berlin. Après, donc le premier voyage, après je suis allée, j'ai vu mes sœurs, et puis je suis allée à Berlin pour le travail. C'était une résidence d'éditrices, de graphistes, enfin de gens de l'édition, sur les pratiques d'édition. Et donc on était une vingtaine à peu près, que des filles qui travaillent dans ce domaine. Et donc on échangeait sur nos pratiques éditoriales, etc. Et les filles venaient de partout. Ouais. Et donc on se présentait et tout, et donc il y avait la fille qui est née en France, mais qui a vécu 3 ans en Norvège, 5 ans en Italie et tout. Et puis il y avait que des profils comme ça, genre palestinienne, mais d'origine palestinienne, mais elle vit à Milan, et sa mère est suédoise, et que ça. Et donc voilà, et elles ont vécu, elles étaient toutes plus jeunes que moi. Elles avaient vécu, mais genre 3-4 villes, elles vivaient en même temps un peu partout, etc. Donc moi je disais, voilà, je me présentais, je disais, je suis éditrice à Alger et tout. On faisait la tournée. Après, mais franchement, j'ai eu 5 ou 6 filles qui venaient vers moi et qui me disaient Where are you based? Je leur disais, mais à Alger, je viens de dire, je suis basée non, je fais mais pour elles, en fait... Tu n'habitais pas là-bas? Non. Ouais. C'est-à-dire, parce qu'elles font des projets de partout, etc. Et au début, je me suis dit, mais quand même, j'ai jamais bougé d'Alger. Et donc, ça m'a perturbée. Puis après, je me suis dit, bon, mais en fait, si j'ai pas eu envie, besoin, et tu vois, c'est un séjour qui s'est très bien passé, mais c'était clair, après ça, qu'en fait, je vais aller vivre ici. Alors que ça s'est bien passé. Parce que, voilà, je me disais, tout a un peu plus de sens quand même ici. Moi, je serais pas éditrice ailleurs. Moi, je pense vraiment que si je vivais ailleurs, je pourrais, je sais pas, vendre des livres dans une librairie ou même faire totalement autre chose. Mais je serais jamais éditrice en France. Pour moi, c'est l'enfer sur Terre d'être éditrice en France parce que ça a moins de sens et que c'est trop... Enfin, les enjeux sont différents. C'est trop de... Même si il y a toujours une édition à soutenir, une littérature à soutenir partout. Hein, c'est pas... Je sais pas, ça aurait moins de sens pour moi. Mais ma vie serait plus simple. Je pourrais aller au cinéma à la fin et puis j'aurais pas besoin en fait de faire pour que ça existe. Ici, des fois, j'ai l'impression que moi et mes amis, en fait, on fait pour vivre dans ce pays. C'est-à-dire si on a envie de voir un film, pour survivre. Pour vivre. Parce que survivre, c'est plus voilà. Tu fais pas. C'est ça. Tu subis. Ouais. Mais pour pouvoir, tu vois, j'ai envie d'aller voir un film, ben il faut le faire ou il faut que un copain le fasse. Tu vois, enfin, j'exagère, c'est pas qu'il faut, mais tu vois, quelque chose n'existe pas et t'as envie que ça existe, et ben tu le crées ici. Et je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça dans la culture en Algérie. C'est que c'est comme le podcast sans doute. C'est que voilà, ça existe. Tu te dis, ah, c'est génial et tout et tout. Ça n'existe pas en Algérie. Ça n'existe pas en Algérie, ben faisons-le. Voilà. Et pour tout, je pense qu'on fonctionne tous un peu comme ça. Et à la fin des séjours en Europe, je suis super contente. Je suis folle à voir. Je suis tout le temps au cinéma. Je suis hyper... Mais à la fin, j'ai juste envie de rentrer et de faire la même chose ici. Je me dis, mais en fait, on pourrait et tout. Et donc, je reviens avec une énergie qui... Et vraiment, j'y crois. Je me dis vraiment, mais non, mais on pourrait. On fait des ciné-clubs. C'est pas grave, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas beaucoup de cinéma et tout. On a fait ça à un moment avec nos amis. On faisait un projecteur et on faisait des films et on en débattait après et tout. Mais c'est beaucoup d'énergie, il faut aussi de la synchronisation. Parce que c'est ça. C'est très très fort. C'est énergivore. L'Algérie est énergivore. Surtout, on n'est pas compatible dans l'énergie. C'est un moment où toi, tu es en forme et tout, tu es reboosté. Et ben, moi, je suis là, mais tu veux rien faire. Je veux pas me lever, voilà. Et puis voilà, donc c'est très compliqué de trouver l'énergie commune, je trouve.
Mais donc, ouais, plutôt rester. Même si je pense que le fait de ne pas avoir étudié ailleurs restera limite, je pense, la construction de ma pensée. Je pense que j'ai fait l'école publique en Algérie tout le long. Et je crois que j'ai vu des amis partir, étudier et revenir, parce que c'était une des options. Et je vois à quel point ça les a changés, même de faire 2 ans, 3 ans là-bas, parce qu'ils arrivent mieux à structurer leurs pensées, à construire leurs pensées et tout. Et vraiment, je pense que c'est pas rattrapable autrement. Moi, je sens que voilà, rien que ça, même si j'ai travaillé avec des gens super, que Barzakh, ils m'ont tout appris, et que c'est des gens vraiment très intéressants et très stimulants et qui m'ont appris énormément de choses, le fait de ne pas avoir étudié ça assez tôt, je ne serai jamais aussi claire et je n'aurai jamais un discours aussi... Voilà, je sens ce petit manque, mais je suis pas prête à partir pour rattraper, surtout pas maintenant. Il y a 2 questions que je pose, c'est des questions rituelles de la fin de Meshaou. La première, c'est quelle est la personne que toi tu aimerais écouter à Meshaou? Il y a un comédien et bijoutier, Mehdi Hamdani. Je trouve super intéressant qu'il parle de cinéma et de vie. Enfin voilà, il est super intéressant. Okay. La dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshaou? C'est un récit, comme en littérature. Le récit, c'est tu mets beaucoup de choses dedans en fait. Le récit, c'est pas un roman. Le roman est un récit, la nouvelle est un récit. Tous les genres. Raconter une histoire, c'est un récit et Meshaou, c'est les débuts. Lancement d'histoire. Merci beaucoup, Maya. Merci à toi. À bientôt. Bye. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Meshaou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshaou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshaou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshaou et à très bientôt.